Au Canada, le secteur financier, en particulier des grandes banques, occupe une place majeure. Le secteur donc bancaire et financier pèse extrêmement lourd dans l'économie et dans les marchés boursiers canadiens. Et en plus, il est souvent cité comme un des piliers du marché au Canada. Le secteur des services financiers, donc banque, assurance, est le plus important dans l'indice boursier canadien, donc le S&P TSX. Donc le TSX, c'est l'indice des 60 compagnies les plus grandes au Canada. Et en fait, 25% de cet indice est composé des compagnies financières. Concrètement, on les appelle les Big Six, donc les 6 grandes banques canadiennes. On parle de Banque Royale, la TD, Banque de Montréal, Banque Nova Scotia, CIBC et Banque Nationale. En fait, ces 6 banques-là figurent parmi les plus grandes entreprises au Canada en termes de capitalisation, mais surtout de bénéfices. À elles seules, ces 6 banques dominent, on va dire, une portion significative du marché boursier canadien. Donc la forte pondération des banques, ça signifie que l'économie canadienne et en l'occurrence son marché boursier sont vraiment influencés par la santé des banques. Donc quand le secteur va bien, il tire l'ensemble de la bourse canadienne vers le haut, mais à l'inverse, en cas de difficulté bancaire, eh bien l'indice global, donc en l'occurrence le TSX, peut souffrir. Ça c'est important, ça implique aussi que de nombreux Canadiens qui investissent dans des fonds indiciels, comme par exemple, on l'a dit, le TSX 60 avec XIU, qui est le plus vieux fonds négocié en bourse au monde, eh bien ces investisseurs-là sont en fait surpondérés, peut-être, dans le secteur des finances sans le savoir. C'est pourquoi qu'avant de se bâtir un portefeuille, on devrait faire nos devoirs et d'analyser chaque fonds indiciel, chaque fonds négocié en bourse avant d'y placer son argent. Les banques canadiennes ont aussi une bonne réputation de solidité, de bonne gestion et aussi de prudence. Le Canada, en fait, a mis en place des réglementations bancaires qui sont extrêmement strictes, mais qui, historiquement parlant, ont évité des faillites majeures des banques. Par exemple, lors de la crise financière de 2008 jusqu'à 2010, il n'y a aucune grande banque canadienne qui a fait faillite ou qui a eu besoin de renflouer, on va dire un renflouement d'urgence. Ce qui n'a pas été le cas de plusieurs banques aux États-Unis et ce qui a mis donc en évidence, on va dire que le système canadien, le modèle canadien bancaire était solide. Le marché est dominé par quelques grandes banques qui sont bien établies, on les a vues tout à l'heure, les Big Six. Donc ça limite quand même la concurrence, on va dire excessive, et ça permet des profits qui sont relativement stables d'année après année. Une caractéristique qui est très prisée des banques canadiennes, c'est leur capacité à verser des dividendes élevés qui sont supérieurs avec le temps. En fait, historiquement, les institutions ont fourni aux investisseurs un revenu stable et en augmentation constante grâce justement aux dividendes. Plusieurs des grandes banques versent des dividendes trimestriels et sans interruption depuis des décennies. Il y en a même certaines, depuis plus d'un siècle, ils versent des dividendes et même que le montant augmente régulièrement. Ça reflète donc une bonne gestion et une augmentation habituellement des bénéfices au fil du temps. Investir dans le secteur bancaire canadien, c'est souvent perçu comme un moyen d'obtenir, on va dire, des revenus fiables et assez passifs. Actuellement, le rendement des dividendes des grandes banques tourne autour de 4 à 5% par an. C'est quand même attrayant pour les investisseurs en quête d'un revenu fixe, en quête d'un revenu passif. Avec des dividendes de ce genre, c'est-à-dire que si vous aviez dans votre CELI, par exemple, 50 000 $ des banques à 5% de dividendes, eh bien, à chaque année, vous auriez 2 500 $ libres d'impôts, et ça, c'est sans compter le rendement. Petit fait intéressant, c'est que quelques-unes de ces banques se sont maintenant diversifiées donc à l'international. Par exemple, la Banque Nova Scotia est très présente en Amérique latine, alors que la TD et RBC ont maintenant des filiales, on peut le dire, significatives aux États-Unis. Donc la diversification géographique, ça va aussi atténuer en partie les risques purement locaux et offrir aussi des opportunités de croissance grâce à l'international. On l'a dit, les atouts du secteur financier canadien, c'est dans la rentabilité qui est stable, dans des distributions de dividendes, on va le dire, généreuses, entre 3 et 6% de dividendes, c'est très bien, et au niveau de sa résilience, qui a été vraiment démontrée lors des différentes crises économiques. Ces qualités en font donc un secteur qui est souvent qualifié de valeur refuge ou on va dire de secteur défensif au Canada parce qu'il est capable de traverser les périodes de crise
et de, en même temps, récompenser les actionnaires qui ont placé leur argent, qui ont décidé d'investir dans ce secteur-là. Tout n'est pas tout rose, on le sait, l'une des principales préoccupations à propos des banques canadiennes, c'est leur exposition qui est en fait aux prêts hypothécaires résidentiels, donc monsieur, madame, tout le monde, et au crédit des familles canadiennes. Donc le Canada affiche un niveau d'endettement des ménages, des familles parmi les plus élevés des pays du G7, donc 75% sont sous la forme de prêts immobiliers. Autrement dit, la prospérité des banques, elle est étroitement liée à la santé du marché, du logement et à la capacité des familles à rembourser leurs prêts hypothécaires. Si les taux d'intérêt élevés ou une récession devaient entraîner une vague donc de défaut de paiement ou un recul prononcé de l'immobilier, ça peut arriver, les banques canadiennes pourraient voir augmenter leurs pertes sur les prêts et donc diminuer leurs bénéfices. Donc cette vulnérabilité à la dette élevée des ménages est régulièrement soulignée par certains des experts comme un risque à surveiller. Si je peux faire une petite aparté de mon côté, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas du tout parce qu'il y a toujours des gros joueurs qui sont capables de racheter, peut-être certes à petit prix, mais qui vont quand même être là pour racheter toujours de l'immobilier et reprendre ces reprises de faillite ou ce genre de choses-là. Donc comparé à d'autres secteurs, comme par exemple la technologie, le secteur bancaire y est déjà assez mature. Donc la croissance organique est relativement faible. Les 6 grandes banques canadiennes opèrent dans un marché qui est saturé. Les parts de marché évoluent peu d'une banque à l'autre et les croissances des profits, ça va souvent venir de hausses de volume de prêts en ligne avec l'économie, des hausses de tarifs bancaires ou des expansions à l'étranger comme on a vu juste avant avec la TD et la RBC qui sont aux États-Unis. Et il y a aussi le contexte des taux d'intérêt qui vient vraiment influencer la croissance des banques. Des taux plus élevés augmentent généralement les marges d'intérêt, donc elles vont gagner plus sur les prêts. Mais si les taux deviennent trop hauts, alors ça peut freiner l'emprunt et augmenter, on l'a vu, les défauts de paiement. À l'inverse, si les taux sont bas, les marges sont souvent plus petites, mais l'activité du crédit, les gens vont plus investir habituellement, donc plus emprunter. En ce moment, après la remontée des taux qu'on a vu après le 2022-2023, les banques bénéficient de marges qui sont un peu plus hauts, mais surveillent quand même l'impact potentiel de certains payeurs qui seraient plus en mesure de payer leurs prêts hypothécaires. Le secteur bancaire canadien est quand même protégé, il fait face à certains défis, justement à cause des fintech, donc les nouvelles plateformes financières, par exemple Wealthsimple, Questrade, qui arrivent sur le marché et qui vient gruger certaines parts de marché. On le voit maintenant qu'ils font des paiements, ils ont des comptes d'épargne, ils peuvent vous prêter aussi de l'argent pour des hypothèques. Donc ça pourrait qu'à long terme, les banques soient obligées d'innover ou réduire leurs marges sur certains services. Et en plus, les banques sont soumises à des exigences réglementaires plus strictes que des banques virtuelles. Si vous souhaitez investir dans le grand secteur financier canadien, je vais vous parler de 2 FNB. Je commence avec le premier, ça c'est pour les gens qui ne veulent pas acheter individuellement chaque banque. Eh bien, il existe un FNB qui s'appelle ZEB qui a un fonds de BMO. Donc BMO avec ZEB, eh bien en fait, ils ont pris les banques et ils ont mis un poids, une pondération à peu près équivalent dans le portefeuille. Donc l'objectif, c'est d'éviter une trop forte pondération ou concentration de une ou deux banques comme RBC ou TD qui sont les plus grosses banques. Et bien là, ZEB, le groupe est divisé équitablement. Chaque banque pèse le même poids à peu de choses près. Ça donne donc une moyenne du secteur bancaire canadien. Au niveau du frais de gestion, on parle d'environ 0,28%, qui est très faible, et le rendement sur le dividende tourne autour de 3,5 à 4%. Ça, c'est pour les dividendes. Au niveau du rendement annuel, on tourne autour de 10% depuis sa création en 2009, et ce 10% de rendement année après année en moyenne inclut les dividendes. À noter que ZEB n'inclut pas les compagnies d'assurance ni les autres sociétés financières. C'est 100% les 6 banques canadiennes que j'ai mentionnées plus tôt dans la vidéo. C'est un fonds qui est prisé par ceux qui croient à la solidité des banques canadiennes et qui souhaitent en capturer le revenu, comme je le disais, sans à se soucier de choisir quelle banque je choisis dans mon portefeuille. Le deuxième FNB que je voulais vous parler s'appelle XFN. Lui a investi dans un panier plus large d'environ 25 à 30 compagnies financières. Et oui, un FNB, c'est un panier d'actions. Donc lui,
XFN inclut non seulement les grandes banques, mais aussi les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs et les firmes, on va dire, du secteur financier. On y retrouve les 6 banques canadiennes également, mais aussi Brookfield Asset Management qui gère des actifs, également Manuvie, Sun Life et Intact, entre autres. C'est donc un fonds qui est plus diversifié dans le secteur financier, donc il ne regroupe pas juste les 6 banques, mais les banques et d'autres compagnies. Cependant, il faut noter une chose, les banques demeurent prédominantes dans XFN. Environ 60 à 65% des actifs du fonds sont investis dans les banques canadiennes. Les 6 grandes banques représentent en fait la majorité de l'indice parce que il s'agit des entreprises financières les plus grandes en bourse. Par exemple, actuellement, à l'été 2025, RBC pèse pour 19,6% de XFN et en deuxième position, on a la TD qui pèse pour 13,56% également du fonds XFN. Côté frais et rendement, XFN a un ratio de frais de gestion donc de 0,6%, un petit peu plus élevé que Z2B. Le dividende, lui, tourne autour de 3%. Faut dire que XFN verse les dividendes chaque mois, un peu comme Z2B, ce qui est idéal quand on est un petit peu plus vieux et qu'on veut un revenu mensuel. Donc plus on a d'argent dans ces fonds-là, et bien chaque mois, vous allez avoir un versement de dividendes. Depuis la création de ce fonds-là, donc XFN en 2001, un peu pareil que Z2B, son rendement tourne autour de 10%. Donc la grande différence, on va dire la principale différence entre XFN et Z2B, c'est que XFN offre une diversification plus grande. Donc si par exemple les compagnies d'assurance performent mieux que les banques, eh bien XFN en bénéficiera alors que Z2B non. À l'inverse, si les banques surperforment le reste, eh bien un fonds qui est purement bancaire comme Z2B fera un peu mieux. XFN peut donc être vu comme une exposition au secteur financier, donc global, vraiment dans un ensemble, qui est peut-être plus représentative de la composition du marché canadien, puisque c'est un peu plus large, alors que Z2B, c'est vraiment un pari, entre guillemets, concentré sur les banques toutes seules. Donc on l'a dit, XFN va surtout convenir à ceux qui veulent investir dans les banques, mais aussi dans les assurances et dans les compagnies financières en une seule fois, acceptant tout de même des frais de gestion un petit peu plus élevés qu'un FNB plus ciblé comme Z2B. Mais n'oublions pas quand même que XFN demeure pondéré avec beaucoup de banques. Alors je vous invite comme d'habitude à faire vos recherches, donc il n'y a aucun parti pris, il n'y a pas de recommandation. On peut juste retenir que les banques canadiennes ont traditionnellement été une source de revenus fiable pour les investisseurs et les FNB comme Z2B et XFN offrent des outils qui sont assez faciles pour investir dans ce secteur en particulier. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez toujours prendre une consultation avec moi si vous voulez regarder un petit peu est-ce que le secteur bancaire serait une bonne initiative dans votre portefeuille. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je vous souhaite une belle journée et à bientôt.